Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. J'aimerais qu'on puisse faire découvrir une association que je ne connaissais pas avant de préparer l'émission et j'ai trouvé très intéressant. En fait, c'est une association à but non lucratif, ce qui a démarré en Suisse, à Tavannes, pour tous les Suisses qui nous regardent, la région de Bienne, etc., les alentours. On vous salue. On est ravis de vous avoir. Et ce soir, on aura Frédéric Guern avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci de ta patience. Tu nous as écouté un petit peu ? Mais oui, c'était intéressant, absolument. Ouais. Bon, si. Ça va. Mais toi, tu es aussi forcément informé sur le monde avec ce que tu fais dans le monde, hein ? Il faut se focaliser sur certains sujets, absolument. Certains sujets sont oubliés, il faut essayer de les retrouver. C'est ça. Et puis après, j'ai bien aimé, on parle maintenant de l'Ukraine. Et puis hier, je discutais avec un ami pasteur, et il me disait la première victime en Ukraine, c'est la vérité. Donc, les médias c'est un sujet très très complexe, hein, surtout quand on est dans une situation de guerre où en fait la vérité c'est la première victime d'une guerre puisque l'information elle est utilisée toujours. La propagande. C'est ça. Alors Frédéric, toi tu fais partie de la fondation Digger. Exactement, je suis le directeur de la Fondation Digger et c'est moi qui ai initié ça il y a 25 ans. C'était une association au départ et c'est devenu une fondation un peu plus tard. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est la Fondation et ensuite on va revenir un petit peu sur comment c'est né. Donc explique-nous un petit peu. Alors la Fondation Digger, c'est une fondation qui a pour but on intervient dans le monde du déminage humanitaire. Ça veut dire qu'on essaye de fournir en fait aux gens qui font le déminage. Donc nous ne sommes pas des démineurs, mais nous fournissons aux démineurs des solutions technologiques. On fait l'entre-deux. On essaye il n'y a pas une industrie, il n'y a pas qui s'occupe en fait des démineurs pour leur fournir les outils dont ils ont besoin. Alors nous, on est en relation avec les démineurs d'un côté et on est en relation avec la science, avec la technologie, l'industrie. Et on développe en fait des solutions pour les mettre à disposition sans but lucratif aux gens de terrain, ceux qui enlèvent les mines, les munitions non explosées, ce genre de choses. Mais c'est ça, parce que dans chaque temps de guerre, il y a eu des dizaines, des centaines, des milliers de terrains de paysans, de terrains vagues qui ont été remplis de mines. Claude, tu nous partageais tout à l'heure en off une citation qui est, si tu peux peut-être la redire. Oui, elle n'est pas très, très sympathique. Mais pour comprendre. Mais on relate cet entretien entre le général Eisenhower, général en chef des Alliés qui avait envahi donc la Normandie jusqu'à Berlin, puis monte à Berlin, avec Zhukov, général Zhukov qui était le général de l'armée rouge qui est arrivé à Berlin. Ils avaient une discussion après l'armistice et au cours de la discussion, Eisenhower demande à Zhukov mais comment tu as fait pour traverser les champs de mines avec tes chars, champs de mines allemands, etc. Et Zhukov a dit, j'ai simplement fait une montagne de chair. C'est ça. Il ne l'a pas cru, et c'est après les services de renseignement qui ont confirmé à Eisenhower que c'est ce qui s'était passé. C'est-à-dire que Zhukov a envoyé des garçons traverser les champs de mines, se faire exploser, pour que derrière les chars puissent passer sans subir de dommages. C'est ça. Aujourd'hui, malheureusement, cette réalité, elle est encore là pour les terrains de certains paysans dans des pays qui étaient en guerre, etc. Donc, peut-être pour comprendre, donc vous développez des chars anti-mines aussi, hein, c'est super intéressant. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur leur site. On va mettre le lien dans la description pour que vous puissiez découvrir ce travail. Mais c'est extrêmement intéressant. Moi, je regardais un petit peu. Tu présentais Frédéric la taille des mines, mais qui sont des tout petits engins finalement, hein, qui sont sous 20-30 cm sous terre, et puis il suffit d'une fois, d'un poids un peu trop lourd, et puis c'est un enfant qui se retrouve démembré, c'est un adulte, c'est des familles endeuillées. Donc merci pour ce travail. Comment il a commencé ? D'où est venu ce rêve ? Parce que c'est assez intéressant quand même, vous êtes pas... Enfin, tu viens de la Suisse, quoi, hein, c'est pas le pays le plus... c'est ça, le plus miné quand même. Alors voilà, l'histoire, elle commence quand je suis enfant, en réalité. Gamin, je pense que à l'âge de 6 ans, j'ai eu un premier accident avec une arme. Donc, en fait, j'étais passionné d'armes en tant que gamin. D'où ça tombe, je ne sais pas. Hein, mais j'ai perdu un œil à l'âge de 6 ans à cause de ça.
Et ça m'a pas du tout refroidi. Donc, j'ai toujours été passionné par les armes, les explosifs, aux grandes dames de ma maman d'ailleurs. Et puis, voilà. Donc, tout ce qui explosait, ça m'intéressait. Et de fil en aiguille, ben voilà, je suis devenu un peu plus adulte, en tout cas au niveau, peut-être pas dans la tête, mais pour le reste, oui, je sais pas. Et ben, j'ai fait des études, passionné de technologie aussi, donc je suis devenu ingénieur. Et puis, cet intérêt pour les armes a diminué. J'ai aussi cheminé aussi au niveau de ma foi, hein, donc ça m'a ouvert les yeux sur un autre aspect du monde, un aspect où c'est pas un jeu en fait. Les armes, elles ont un impact dans le monde, elles ont un impact qui est terrible, et ça m'a permis aussi de m'ouvrir, de m'informer, on parlait de ça tout à l'heure, et de m'informer en fait sur des réalités de ce monde. Et en fait, le déclic, il a eu lieu quand je travaillais en tant qu'ingénieur. Mon premier job en tant qu'ingénieur, c'était pendant une pause. Et j'ai un collègue, on discutait à la pause du café, et un collègue revient d'un voyage au Vietnam. Et il m'explique qu'au fait, au Vietnam, il a vu des démineurs qui creusaient, ils gratouillaient le sol, ils avaient des aiguilles pour sonder le sol, pour essayer de trouver les mines. Et moi, je lui dis, oh, mais les mines, c'était pendant la guerre. Il me dit, non, non, il y en a toujours, la guerre est finie, mais les mines, elles sont restées. Et puis, c'est vraiment compliqué pour eux d'enlever ça. Ils gratouillent le sol, ils n'avancent pas, c'est super dangereux. Et là, moi, j'avais toujours eu, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, j'avais à cœur, vraiment, je me disais, mais j'aimerais faire quelque chose d'utile. En tant qu'ingénieur, c'est pas forcément évident de faire quelque chose pour son prochain. Je dis toujours que si vous êtes médecin, c'est plus facile puisque c'est le sens même de votre travail. Mais en tant qu'ingénieur, ben voilà, et surtout ici en Suisse, on va faire des bombes, on va faire du support pour l'industrie du luxe, par exemple. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Gagner de l'argent, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je voulais faire quelque chose d'utile, mais je suis ingénieur au fond de moi. Et le jour où il me parle de ça, je me suis dit, voilà, ça explose, donc ça m'intéresse. La technologie pourrait peut-être apporter quelque chose, donc ça c'est génial. Et c'est là où j'ai eu ce déclic. J'ai vraiment eu un déclic à un moment. Je me suis mis à chercher, j'ai passé plus d'une année à faire des recherches, à participer à des conférences à gauche, à droite. Et un jour, je participais à une conférence à une école polytechnique en Suisse, une des plus grandes écoles de technologie en Suisse. Et le professeur qui avait organisé cette conférence, qui était internationale, à un moment donné, il s'asseye en face de moi. Il me dit, mais monsieur Guerne, vous foutez quoi ici? Très direct. Hein. Et il dit, vous foutez quoi ici? Parce qu'en fait, on a des militaires qui sont là à cette conférence, puisqu'elle était sur le sujet du déminage. Et il dit, on a des scientifiques qui sont là, on a des démineurs qui sont là, et vous êtes le seul privé. Et je lui dis, voilà, je suis ingénieur, j'aimerais faire quelque chose dans ce domaine. Et je me renseigne. Il me regarde, il me dit, ça tombe bien, je suis en train de recruter du monde pour monter une équipe spécifiquement dans ce domaine, est-ce que ça vous intéresse? Je dis oui, voilà. Et donc c'est comme ça que c'est parti. Hein. Pendant 2 ans, c'était un contrat à durée déterminée, vraiment dans la recherche, avec des moyens. Hein. Donc une école polytechnique, ça a pas mal de moyens. J'ai pu aller au Cambodge, j'ai pu aller en Croatie, j'ai pu fréquenter des démineurs un peu partout. On a développé des technologies, très hautes technologies pour travailler dans le domaine du déminage. Et c'est là vraiment où j'ai pu entrer là-dedans. Le projet s'est arrêté, je suis retourné travailler dans l'industrie. Et puis, en parallèle, j'avais mis en fait le doigt dans l'engrenage, je ne pouvais plus m'arrêter. Donc, j'ai continué. Et voilà, ces relations que j'avais établies avec des démineurs ont continué et ils sont venus avec des demandes plus précises. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, on va créer une association pour essayer de leur venir en aide de manière vraiment efficace. D'accord. Donc toi, est-ce que tu as amené à te déplacer sur les terrains? Comment ça se passe? Tu les accompagnes pour expliquer comment fonctionnent les chars anti-mines? C'est quoi un petit peu aujourd'hui dans ton quotidien ce que tu fais? Alors moi, je ne vais pas vraiment sur le terrain à proprement parler. Donc là, j'ai des collègues qui s'occupent, notamment moi, qui s'occupent de la formation, du service client, ce genre de choses. Donc, c'est sûr qu'on est présent sur le terrain, c'est vraiment important parce que les démineurs, ils ont les moyens habituels, mais quand on leur ramène une machine de déminage, un engin 12 tonnes télécommandé, tout ça, on doit les former, on doit leur apprendre aussi comment utiliser. C'est nous qui on forme les spécialistes au déminage mécanisé, donc on est devenus des spécialistes mondiaux à ce sujet. Pour ma part, en tant que directeur, j'ai un peu quitté la technologie. Alors ça, pour moi, c'est un peu dur parce que c'est mon âme qui est là-dedans, mais j'ai dû confier ça à des jeunes plus efficaces que moi.
Mais pour ma part, en tant que directeur, je travaille beaucoup plus au niveau, comment on va dire, au niveau institutionnel. Comme nous sommes sans but lucratif, on est soutenu par des privés. Hein, donc la Fondation Diguerre n'a pas d'investisseurs, n'a pas d'actionnaires derrière. Et pour fournir les machines en fait sur le terrain, on monte des projets. Ça veut dire qu'on va faire des missions d'évaluation, on va rencontrer des démineurs, ils vont nous dire si on en aurait besoin, on valide si technologiquement c'est sérieux, s'il n'y a pas de corruption, ce genre de choses. Et ensuite, on va trouver des fonds. Donc, pour trouver les fonds, on va passer par le gouvernement suisse, les gouvernements cantonaux, des fondations privées ou peu importe. Hein. On a même une fois un privé qui nous a financé une machine de déminage, vous pouvez imaginer, à 8 millions de francs. 500 francs suisses, je précise quand même pour ceux qui... C'est la même chose qu'en euros. Ouais, c'est ça, ouais. Une machine, c'est 500 000 euros, d'accord. Ouais, c'est même un peu plus maintenant. Avec la crise, ça c'était avant un peu la crise. Maintenant, l'acier, tout ça a augmenté, donc on a dû adapter. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc, donc mon boulot à moi, c'est de me mettre en relation avec des bailleurs potentiels, avec certains utilisateurs dans certains cas. Donc, des fois, je vais pour rencontrer au niveau des gouvernements aussi. Donc, typiquement, la semaine prochaine, dans quelques heures, je vais prendre l'avion et la semaine prochaine, je vais à Kiev. Et là, je vais rencontrer en fait la sécurité civile. Donc en fait, je dois établir en fait un projet avec la sécurité civile qui est en charge du déminage humanitaire là-bas. Et ensuite, on va monter la partie technique, la partie financement qui va se faire depuis ici. Et puis on va déployer. Là, ça sera peut-être du personnel qui va faire de la formation sur place. Ça dépend. On va justement mettre tout ça en place. D'accord. C'est combien de machines que vous avez déjà réussi à mettre en place dans le monde? Alors, très peu. Très peu. En 25 ans, on a mis 17 machines. On a monté 17 machines. Mais moi, je dis toujours, attention, c'est justement notre mode de fonctionnement. On fait pas de la grosse production. D'ailleurs, dans le monde humanitaire, les moyens financiers sont pas suffisants. C'est assez catastrophique. On en parle parfois même beaucoup. En fait, il y a souvent plus d'argent qui est dépensé dans des conférences pour en parler que sur le terrain. Enfin, c'est un peu caricatural, ce que je dis là, c'est un peu exagéré, mais c'est pas très, très efficace. Donc, on doit faire avec les moyens du bord. Et en fait, quand on déploie une machine sur le terrain, de manière générale, c'est pas une vente, mais c'est un projet qu'on monte. Donc, on va tout mettre en place. Donc, en gros, en moyenne, on va faire une par année, maximum 2. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a peu. Mais chaque fois qu'on a envoyé une machine, en fait, il y a tout un projet qui est monté derrière, avec la formation, avec le déploiement de la machine. Ce qui explique ces chiffres un petit peu faibles, mais qui dans les faits, les impacts, on les connaît, quoi. D'accord. Et donc, en fait, c'est vous qui choisissez les projets. Les gens peuvent vous contacter, mais c'est vous qui regardez. Tu parlais tout à l'heure de la corruption. Tu parlais tout à l'heure du sérieux du projet. Comment vous triez, justement? Quel est un peu votre fonctionnement à ce niveau-là? Alors, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Alors, on a fait des très beaux projets. Parfois, on a eu des demandes un peu particulières. Donc, nous, tout enthousiastes, j'ai un ambassadeur qui débarque ici, responsable du déminage d'un pays d'Afrique que je ne citerai pas. Et l'ambassadeur en question, tout motivé, voilà, c'est moi le responsable, je suis en train de machine la meilleure et tout, je suis intéressé. Nous, on fait des démonstrations et tout. Et tout à coup, il commence de nous parler de la toiture de sa maison, de sa villa ici en Europe, dans un pays pas bon marché du tout. Qu'il faudrait réparer la toiture de sa villa, et je me dis, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Je suis très naïf, très, très naïf, donc j'ai pas compris. Moi, je dis, c'est dommage, vous avez une toiture foutue, voilà. Et en fait, lui, quand on l'a reconduit à l'aéroport, où on a notre chauffeur, un collègue qui s'est chargé, il a été très clair, il a dit, vous direz à votre directeur que s'il ne me paye pas, je ne choisirai jamais sa machine. Donc en fait, il avait un poste qui lui permettait de faire des choix. De choisir des fournisseurs pour déminer son pays, il avait cette responsabilité, mais en fait, il faisait bien comprendre que si on lui payait un petit pot de vin, il choisirait notre machine. Oui. Et j'avais pas compris ça, mais je l'ai compris après coup, quand le collègue est rentré, tu dis, c'était ça l'histoire. Et on se dit, alors voilà, on a eu des cas, par exemple, aussi, un autre pays où il y avait de la motivation et tout, et puis on s'est rendu compte que sur place, il n'y avait pas de besoin. C'était n'importe quoi. Et donc, depuis maintenant, on a établi depuis pas mal d'années maintenant, chaque mission, on la précède d'une mission d'évaluation.
Alors, même si on trouve les financements pour la mission en question par la suite, ces missions d'évaluation, on les finance nous-mêmes parce qu'on s'est rendu compte que ça coûte un peu. Ça dure pas long, hein, c'est quelques jours, mais pendant quelques jours, vous rencontrez des gens, vous allez voir sur le terrain et vous validez en fait le projet qu'on vous a proposé. Donc voilà, parce que de manière générale, ce sont les démineurs ou les gouvernements qui nous approchent et qui nous soumettent des demandes et nous, on va les valider sur place parce que des fois, c'est du flan, des fois, c'est de la corruption. Et notre image, elle en dépend aussi. Hein. On va pouvoir perdre des bailleurs si on finance un projet. On a tiré le frein à main dans ces quelques projets à la dernière minute, presque trop tard. Donc, on n'a jamais perdu d'argent, mais on a perdu peut-être un peu notre crédit auprès de certains bailleurs parce qu'on a dû leur dire attention, stop, c'est pas sérieux, mais c'était tard. Donc voilà, c'est tout un processus qu'on apprend sur le tas, mais on valide ces choses maintenant absolument. D'accord. Moi, j'ai une question. Enfin, à vous écouter, donc il y a des champs de mines, mais est-ce qu'on a une idée un petit peu du nombre de kilomètres carrés dans le monde Tu as anticipé la question que je voulais. Bah non, c'est très bien. Non. Ah bah c'est très bien, vas-y. Est-ce qu'on a une idée un petit peu du volume, ou de la surface qui reste à déminer, si toutefois on en sait quelque chose? Je ne sais pas. Alors, c'est gigantesque. Hein. Alors, les statistiques sont connues. Hein. Chaque pays a des statistiques. Chaque pays qui est concerné par la problématique des mines doit mettre en place ce qu'on appelle un centre national de déminage. C'est-à-dire c'est une autorité qui est en charge de cartographier, de définir les priorités, tout ça. On trouve ça, hein, il y a un site web qui contient tout ça, c'est le Landmine Monitor. Donc, c'est très précis, on a le détail, mais c'est absolument gigantesque. Un exemple, tout dernièrement, on parlait de l'Ukraine. En tout début d'année, le Premier ministre ukrainien a fait une annonce. Il a dit, voilà, on a un record. On est actuellement, l'Ukraine a maintenant le plus grand champ de mines de la planète. Et juste pour l'Ukraine, les chiffres sont estimés à 250 000 km². Imaginez 250 000 km², c'est le Royaume-Uni. Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord. Donc, voilà, ça c'est juste l'Ukraine. Juste l'Ukraine. Juste l'Ukraine, ouais. C'est 6 fois la Suisse, pour se faire une idée. Hein. Donc, voilà. Et jusque-là, on parlait de centaines de milliers de kilomètres carrés, mais on a peut-être, je ne sais pas si on a doublé, mais peut-être. On a peut-être doublé en une année. Donc voilà, ce qu'on appelle champ de mines, il faut toujours relativiser. Hein. Un champ de mines, c'est pas une seule chose. Un champ de mines, vous avez des petites mines antipersonnelles que vous mentionnez tout à l'heure. Et maintenant, on a de plus en plus de munitions non explosées. On a des munitions qui sont piégées. On a des munitions bricolées. Par exemple, en Irak, la plupart d'Irak, Syrie, c'est ce qu'on appelle des engins explosifs improvisés. C'est fait à partir de trucs qu'on récolte, à partir d'engrais, c'est piégé. Donc, ça pose encore des problèmes plus vastes. Donc voilà, ça change tout le temps. On doit s'adapter. C'est quelque chose de compliqué. Alors moi je voudrais savoir au niveau de la responsabilité que ton association, que la fondation que tu portes a, c'est quand même quelque chose de conséquent. On parle pas juste de on parle de 95% de réussite. 5% d'échecs là-dedans, ça pose problème, quoi. Hein. C'est pas 5% d'échecs dans un produit à manger, quoi. Hein. Donc là, c'est des gens, c'est des vies. Parce que forcément, ces machines, elles sont en travail avec les démineurs qui sont là aussi. Comment tu fais, comment la fondation fonctionne pour s'assurer que vraiment, non, les gars, ils peuvent reprendre leur champ, ils peuvent recommencer à travailler convenablement. Parce que là, je me dis, sinon, moi, je suis à ta place, je dors plus. Hein. À chaque fois que je suis en mission, je dors plus. Absolument. Donc, en fait, la question de la responsabilité est très importante. Donc, en fait, c'est cette fameuse autorité nationale de chaque pays qui porte la responsabilité de libérer les terres. Donc, c'est toujours le Centre national de déminage, cambodgien, peu importe, qui, à un moment donné, donc, fait partie du gouvernement, c'est une entité gouvernementale, qui vont définir ce qu'on appelle les POP, procédures opérationnelles permanentes. Donc, c'est simplement des méthodologies de travail qui sont accréditées selon donc, chaque pays a une topographie différente, un type de munitions différent, des conditions météorologiques différentes.
Et donc, on va définir des méthodes de fonctionnement qui sont imposées par l'autorité nationale et elles doivent être appliquées par les démineurs. Et donc, quand nous, on amène une machine, cette machine doit entrer dans ces critères. Donc, nous, on doit travailler avec l'autorité nationale, monter, en fait, la procédure avec la machine qui doit être complétée, en fait, par un contrôle qualité et qui doit répondre aux critères de fameux, voilà, le 95%, 95%, c'est inadmissible. Donc, on doit quasiment garantir un 100%, même si on sait que, voilà, théoriquement, on n'y arrivera jamais, il y a toujours un risque, hein, au même titre que quand on traverse la route, il y a un risque. Donc, on doit amener à ce niveau-là, quelque part. Et puis, ça, c'est fait en commun accord avec les organisations de déminage, comme Taylor Trust, comme Handicap International, enfin, il y en a plusieurs, quoi, et le gouvernement. Et une fois que ça s'est établi, on a des procédures, on doit s'y tenir. Donc, typiquement, une machine, on envoie la machine dans le champ de mine, elle va enlever la végétation, premièrement, ensuite elle va broyer le sol, on va broyer les mines qui sont dans le sol, certaines explosent, les autres sont broyées, et derrière, on va faire un contrôle, donc les démineurs vont faire un contrôle derrière, qui est beaucoup plus sûr que si la machine n'avait pas passé, parce qu'on a quasiment tout détruit. Et puis, ce contrôle va permettre de peut-être trouver la mine qui a sauté sur le côté, des choses qui sont complètement inévitables. Et grâce à ça, en fait, on va travailler de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus efficace. En 25 ans, on n'a jamais eu d'accident. Alors que le déminage manuel, comme il se fait malheureusement encore un peu partout, génère des accidents chaque année. Même s'ils ne sont pas tellement publiés, parce que ça ne fait pas bonne presse aux organisations qui collectent des fonds, mais ça existe, ils ont lieu. Et nous, on peut, je dirais, grâce à Dieu, on n'a jamais eu d'accident jusqu'ici. Je suis vraiment, c'est aussi la technologie qui permet de faire ça. Hein. Il n'y a personne dans la machine, elle est à distance, ça fait toute la différence. Et tu n'as jamais eu une mine qui a détruit complètement le char anti-mine, etc. Non, alors donc la machine, elle est faite pour traiter les mines antipersonnelles. Une mine antipersonnelle, les vieilles faisaient 100-200 grammes d'explosifs, elles étaient faites pour tuer les gens. Les plus récentes ont été faites pour mutiler, parce que quand on mutile, on génère beaucoup plus de souffrance, donc super. Hein, donc c'est comme ça que ça a évolué. Quoi. Mais c'est des petites charges pour une machine. C'est 200 horrible, grammes d'explosifs, c'est rien du tout. Quoi. Par contre, dans le lot, il y a souvent une mine anti-véhicule qui va être dans un champ de mine où on n'a pas pensé. Alors oui, on en a déjà tapé quelques-unes. Et en fait, la machine, elle est testée pour ça. Elle est faite pour résister à ça. Donc, notre machine a été testée par l'armée suédoise. Ils ont là-bas une équipe qui est spécialisée dans ce domaine. Et nous, on encaisse jusqu'à 8 kilos d'explosifs devant l'outil. Vous imaginez, 8 kilos, ça vous bousille un tank de 50 tonnes. Et nous, on l'encaisse. Parce qu'en fait, on a dû adapter. Ça demandait pas mal de boulot. Donc, le savoir-faire, il est dans ce genre de choses. Mais c'est pas dit qu'un jour, je sais pas, on fait une fausse manœuvre, on recule, et puis boum, là, elle pète à un endroit qu'on veut pas. Et là, elle pourrait être perdue. Mais non, on n'en a jamais perdu. Bon, alors on est content. Est-ce que vous aviez des questions, Nathalie ? J'avais une question, Frédéric. Les machines, vous les confiez ou les vendez, c'est ça Alors, il y a plusieurs modèles. Donc, la plupart du temps, on les vend, mais elles sont financées par un bailleur. Donc, pour nous, c'est une vente, mais qu'on fait plutôt au bailleur. Ah, voilà, oui. Et on la confie. Alors, il y a des cas où on l'a confié à l'autorité nationale, parce que c'était comme ça qu'il fallait que ça marche, c'était convenu comme ça. Souvent, c'est à l'ONG à qui on confie la machine. Donc, les démineurs, l'organisation humanitaire ou les démineurs qui sont sur place. Dans certains cas, vous avez, par exemple, en France, on a une organisation, c'est une entreprise commerciale qui fait de la dépollution pyrotechnique. C'est pas des mines, mais c'est des anciens champs de bataille, des choses comme ça. Alors, eux, ils nous l'ont acheté, par exemple. Ça, c'était vraiment une vente. Et puis, on a typiquement maintenant un modèle qu'on aime bien aussi. On reste propriétaire de la machine. Elle est mise à disposition de l'ONG. Donc, nous, on fait un contrat avec l'organisation des minages et on leur demande en fait d'atteindre des résultats. On leur demande d'utiliser la machine efficacement pendant 3 ans, par exemple, c'est un minimum. Et puis, au bout de 3 ans, si tout ça est réglé, la machine, elle devient propriété de l'ONG. Comme ça, nous, on garde un peu en contrôle. On tient un petit peu, c'est pas le bon mot, mais on tient un petit peu plus par le ventre.
le cas échéant de rebondir plus facilement. Alors, c'est pas toujours possible. Vous avez des pays qui permettent pas ce genre de choses. Dans d'autres pays, c'est plus facile que d'autres. Donc voilà, on adapte presque chaque projet à son modèle d'affaires quelque part. D'accord. Alors moi j'ai une petite question, alors je suis pas sûr si c'est possible de répondre, hein, mais est-ce que vous savez à peu près combien de vies ont été sauvées par rapport à tout le travail qui a été fait? Alors Frédéric, c'était là. Je voulais terminer avec cette question. Ah, C'est très bien parce qu'on va justement vers la fin. Et je te propose de terminer avec cette question parce que je pense que c'est la une belle question importante. C'est la belle question. Est-ce que vous avez pu mesurer le résultat de tout votre travail? Alors, savoir combien de gens n'ont pas marché sur une mine parce qu'on l'a enlevée. On peut dire que potentiellement, chaque mine qui a été enlevée, c'est une vie sauvée. Et même là, c'est difficile parce qu'en fait, une fois que la machine est confiée à une ONG, alors on a, par exemple, par l'exemple du Cambodge, là, on a un suivi complet, on sait, des centaines de vies qui ont été enlevées, on est exactement les chiffres. Mais dans certains cas, on ne sait pas parce que la machine tourne depuis des années. Je prends par exemple l'Angola. On aura bientôt une deuxième machine qui est là-bas, elle tourne, on sait que, voilà. Par contre, typiquement en Angola, on a d'autres chiffres. L'organisation qui travaille avec la machine a d'autres bailleurs. Donc, eux nous avaient acheté la machine en elle-même. Et puis, par rapport aux bailleurs, ils doivent faire des études d'impact. Et on sait que, par exemple, on a participé au nettoyage d'une province tout entière, qui est quasiment la surface de la Suisse, juste une province là-bas. Et eux, l'estimation qu'ils ont eue, c'est qu'en tout cas, le nombre de personnes impactées positivement, c'était à peu près 50 000 personnes, juste par ce projet-là. Et ça, c'est un projet sur les 16-17 qu'on a fait jusqu'ici. Et ça, c'était juste sur 2 ans, alors que la machine continue à travailler. Donc, il faut imaginer, il y a des gens qui n'ont pas marché sur la mine, mais en fait, les mines, elles vont impacter des populations différemment. Ça veut dire que, par exemple, vous avez des gens qui vont attraper des maladies parce qu'il y a des mines. Ah oui. Vous savez, parce qu'en fait, simplement, un point d'eau n'est pas accessible parce qu'il est miné. Et ils vont chercher de l'eau dans des zones où l'eau, elle est pas bonne. Donc, on a ça. Vous avez des gens qui vont mourir de faim, qui auront une mauvaise alimentation parce que les mines empêchent l'accès. Vous avez des gens qui vivent dans des camps de réfugiés parce qu'en fait, l'accès, le retour de leur pays est impossible. On a eu un cas, par exemple, on parle de Chypre. C'était notre première mission en Afrique, c'était au Soudan, au Nord-Soudan. Il y avait encore qu'un pays à l'époque. Et en fait, on a travaillé à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. Et l'anecdote, elle est amusante, j'aime bien la rappeler, c'est que là, c'était un de nos collègues qui travaillait, c'était les premières missions, donc là, on était là en permanence parce qu'on devait apprendre, maintenant, on délègue ça aux ONG. Et lui, il a fait 1 année et demie là-bas. Et pendant cette année et demie, son frère se marie en Suisse et il prend 2 semaines, il rentre en Suisse. Donc, il est miné, voilà, il prend ses vacances, il va au mariage de son frère, il revient et là où il a déminé, il y avait un village à la place. En 2 semaines, c'est un village qui s'est créé et en fait, il voyait des flux de réfugiés parce que simplement, on a fait des trous dans le champ de mine. Et de l'autre côté, il y avait des camps de réfugiés. Et les gens rentraient chez eux. Et c'est des milliers de personnes qui sont rentrées chez eux. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, les victimes indirectes. La victime directe, c'est celle qui marche sur la mine. Et la victime indirecte, c'est celle qui va souffrir par la présence de mine. Et là, on estime ça à des millions, des dizaines de millions de personnes par le monde qui sont impactées de manière indirecte. C'est absolument épouvantable. Frédéric, merci beaucoup pour tout le travail que vous faites avec toute ta fondation. Merci à toi, merci à vous. C'est un plaisir de présenter ça. Et merci au Seigneur de t'avoir donné le goût des choses qui explosent. Merci pour l'information en tout cas. Des fois, on ne comprend pas par quel bout il commence, mais il ne fait pas de hasard. Et puis, je trouve ça intéressant de pouvoir présenter des fondations. Tu sais, des fois, on présente des fondations qui aident. Là, vous aidez, vous faites du bien de manière aussi vraiment, comme tu l'as dit, mais de manière indirecte, mais qui ont des conséquences essentielles en fait sur les vies. Et c'est des fondations qui sont, je trouve, importantes à présenter. C'est pas du social comme des fois on a l'habitude de le présenter dans les églises, mais c'est des fondations qui font du bien. On l'a dit, avoir le souci du monde. C'est rien que de savoir, il y a encore des zones, qui souffrent de la guerre, alors que la guerre, ça fait des dizaines d'années, ça fait 30, 50. 60 ans qu'elle est passée. On parle du Cambodge là, mais on est dans des fois on est aveugle en fait. Je trouve qu'on est tellement dans notre petit quotidien qu'on oublie ces choses-là.
Là, tu viens de nous parler encore de 250 000 mètres carrés de kilomètres carrés de terrain miné en Ukraine. Bon, ça nous rappelle, hein, et je trouve que c'est peut-être la chose la plus horrible que tu as dit tout à l'heure, mais qu'aujourd'hui, le temps a fait qu'on a décidé de créer des mines pour démembrer et pas pour tuer, parce qu'il y a plus de souffrance, parce qu'il y a plus de... C'est horrible. Le cœur de l'humain est mauvais et tortueux par-dessus tout, la Bible nous le dit. Prions pour ça. Merci beaucoup Frédéric, et puis que le Seigneur continue de vous inspirer, vous donner beaucoup de sagesse avec la Fondation. Hein. Sois béni Frédéric. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Bye bye. Ciao. Bon, je vous propose de terminer par la prière. Mais c'est bien aussi d'entendre du travail comme ça. On voit des gens qui ont soif aussi et puis qui ont envie d'aider. Donc c'est génial. Jérémy, est-ce que tu veux bien terminer par la prière? Ouais, d'accord. Ben, Seigneur, nous voulons juste te remercier pour ce temps que nous avons passé ensemble. Seigneur, merci parce que toi, tu nous ouvres les yeux. Tu nous informes, Seigneur, de ce qui se passe dans ce monde et nous voulons notamment te remercier pour cette fondation qui fait un travail tellement excellent. Seigneur, qui permettent de sauver des vies, mais aussi de permettre à toute une population de revenir sur leur terrain et à nouveau vivre en paix. Seigneur, tu es ce Dieu qui, Seigneur, bénis jour après jour tes enfants et je te prie que chacun d'entre nous et tous ceux qui regardent cette émission, Seigneur, puissent chercher l'information qui est la plus importante, c'est cet amour que toi tu veux donner, Seigneur, à chaque homme, à chaque femme. Seigneur, merci pour cet amour, pour cette grâce et merci encore de bénir, Seigneur, tous nos bien-aimés qui peuvent écouter cette émission et je crois à qui ça va faire beaucoup de bien. Merci pour tout, Père, dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen.